Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78 pour cette nouvelle émission. Nous sommes le jeudi 20 octobre. Voici le programme. Le projet Voisin 2035 se poursuit. L'association Sens Civique, en partenariat avec la ville, planche depuis plusieurs mois sur le futur de Voisin-le-Bretonneux. L'enquête citoyenne s'est terminée le 30 septembre. Alors, quelles sont les retombées ? Nous ferons le point avec la maire de la commune, Alexandra Rosetti. On reviendra également dans cette émission sur le mois de sensibilisation au cancer du sein. Octobre Rose, à Mantes-la-Jolie, le centre médico-social du lac organisait des ateliers pour soulager les femmes, notamment grâce à la socio-esthétique. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Réponse tout à l'heure. Et puis à l'approche des vacances de la Toussaint, nous vous présenterons nos idées de sortie dans les Yvelines, Halloween à France Miniature, Lumière sauvage dans les jardins du château de Thoiry, mais aussi jeux de piste et cours de cuisine. Le programme en deuxième partie de l'émission. Et avec moi en plateau, Alexandra Rosetti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire de la commune de Voisin-le-Bretonneux et vous allez nous parler du projet Voisin 2035. Alors, c'est pas trop compliqué de se projeter 15 ans après ? Aussi, forcément, mais c'est justement l'occasion de rêver un peu, de rêver sa ville dans 15 ans. Donc c'est vrai que le temps peut paraître un peu long, mais le voisin, les communes de demain, elles se préparent aujourd'hui. Et les habitants qui ont été invités à rêver ont eu de jolis rêves. Et donc on en parlera dans quelques instants. Autour du plateau, Grégory, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous parler des actualités du jour. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots brièvement peut-être ? On va parler encore de cyclisme et paracyclisme sur piste, puisqu'après les mondiaux de paracyclisme ont débuté aujourd'hui. Il y a des Français à suivre sur ces 4 jours de compétition au Vélodrome. Nicolas, bonsoir. Bonsoir vous êtes Mathilde. aussi avec nous. Vous allez nous parler d'une créatrice yvelinoise. Effectivement, on va prendre la direction du pays houdanais. À côté de Houdan, il y a la commune de Richebourg. Et bien là-bas, il y a Mélissa Assebir qui est une créatrice de mode éco-responsable. Et enfin, Gabriel, bonsoir. Vous allez nous parler des idées de sortie plutôt pour les vacances de la Toussaint. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit teasing ? Oui, alors je vous ai sélectionné des choses très variées. On parlera de cuisine, de musée, mais aussi d'Halloween, bien évidemment, pour les vacances de la Toussaint. Eh bien, vous le voyez, le programme est très chargé ce soir. Mais avant de parler de tout ça, je vous propose qu'on fasse un petit point sur la météo. Prévoyez quelques averses demain matin du côté de Mantes-la-Jolie et de Versailles. À Houdan et à Rambouillet, vous devriez avoir un temps sec avec de belles éclaircies. Au niveau des températures, il fera toujours très doux avec 16 degrés en moyenne. Pour vendredi après-midi, le soleil sera bien présent sur toutes les Yvelines avec des températures très agréables. Il fera 20 degrés à Houdan, Mantes-la-Jolie et Versailles et 19 degrés à Rambouillet. Et ce vendredi 21 octobre, nous fêterons les Célines. Alors, nous n'oublierons pas notre chère Céline Charles. On lui souhaitera bien sûr sa fête demain. Il ne manquera pas. Et le point maintenant sur l'actualité du jour. Et on commence par cette information. La France a procédé au rapatriement de plusieurs personnes jusque-là détenues dans les camps de prisonniers djihadistes au nord-est de la Syrie. Très précisément, 15 femmes et 40 enfants qui sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi à la base de Villacoublay dans les Yvelines. Ces femmes font partie des Françaises qui s'étaient rendues volontairement en zone irako-syrienne et qui ont été capturées au moment de la chute de l'État islamique. Le ministère des Affaires étrangères indique que les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. L'image du jour à présent, direction le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Après les mondiaux de piste, de cyclisme sur piste, ce sont les championnats du monde de paracyclisme sur piste qui ont démarré ce jeudi. Ce soir d'ailleurs, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra est sur place. 39 délégations, 230 athlètes qui se disputent les 61 titres décernés sur l'événement. C'est jusqu'à dimanche et les Français ont déjà brillé sur cette première journée. Alexandre Léoté et Marie Patouillet ont battu 2 records du monde sur 200 mètres lancés. En catégorie C5 par exemple, Marie Patouillet, double médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo, réalise un chrono de 11 secondes 605. C'est la néerlandaise Caroline Groot qui détenait jusque-là le record. Et pour encourager les Bleus, l'entrée est gratuite et vous pouvez réserver vos billets en envoyant un mail à l'adresse suivante a.pierrette@handisport.org. En somme, envoyez un mail à Pierrette pour avoir des billets sur ces mondiaux.
98, Grégory, c'est le chiffre du jour. Pourquoi ? Oui, 98 millions d'euros, c'est l'investissement du département des Yvelines pour le futur campus de l'innovation Mines Paris PSL. La pose de la première pierre de ce programme de 14 000 mètres carrés a eu lieu ce matin à Versailles-Satory. C'est ici que fin 2024, 3 laboratoires de pointe de l'école des mines s'implanteront. Ils accueilleront 750 personnes, dont 300 chercheurs. Et c'est une nouvelle étape dans le projet du plateau de Satory, intégré, on le rappelle, à Paris-Saclay, où un nouveau quartier est en construction et où la ligne 18 doit s'arrêter à l'horizon 2030. Écoutez ces interviews. Les Yvelines, c'est aujourd'hui un territoire où la recherche et développement, ce qui fait la richesse d'un pays, c'est dans les Yvelines qu'il y a le plus de pépites. Et ces 3 laboratoires des mines vont venir nourrir ces pépites. Et c'est pourquoi le département a fait cet effort très très important. Nous avons 3 laboratoires qui se regroupent dans des domaines qui touchent la transition énergétique et les matériaux pour la transition énergétique, et également tout ce qui est robotique, véhicules autonomes. Nous sommes effectivement au cœur de la transition énergétique et de la transition environnementale. Et la pénurie de carburant, toujours d'actualité, même si ça s'essouffle un petit peu. La grève a été reconduite à Gonfreville, en Seine-Maritime. Des salariés de Fézin, seul autre site de Total Energy encore en grève dans le Rhône, ont été réquisitionnés. Mais la situation reste tendue dans 30% des stations-service franciliennes qui sont en pénurie d'au moins un carburant. Alors, s'il vous reste un peu d'essence dans le réservoir, peut-être vous apprêtez-vous à prendre la route demain soir pour le début des vacances de la Toussaint. Regardez, vendredi, Bison Futé voit orange dans le sens des départs en Ile-de-France. Il est conseillé d'éviter de quitter la région entre 14h et 21h. La couleur reste à l'orange pour les départs samedi également. Pour ne pas vous retrouver dans les bouchons, prévoyez de partir avant 9h, sévère dimanche dans les deux sens. Et lui, elle n'a pas pris sa voiture, Mathilde, mais ses jambes, son VTT et son kayak pour traverser l'Île-de-France. L'ultra-trailer Xavier Thévenard s'est lancé depuis hier dans un défi inédit, parcourir 250 km pendant 3 jours. Il était de passage ce mercredi soir et c'était même ce mercredi midi à Buc. Son objectif, c'était de sensibiliser des jeunes à la pratique du sport éco-responsable, pratique sportive éco-responsable. Il doit achever son périple demain, vendredi. Et enfin, Grégory, on joue au golf de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, l'agglomération organise une nouvelle édition de sa Golf Experience. Débutants confirmés ont rendez-vous vendredi au Golf National à partir de 18h. Et pour les couches-tard, ça va même jusqu'à minuit. Alors au programme, découverte du golf, ateliers et même parcours nocturnes, des concours également proposés. Le tout dans une ambiance musicale assurée par un DJ. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces informations. Et si vous voyez une information ou quelque chose qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le dire en utilisant le hashtag sur Twitter 78news. Et on en parlait il y a quelques instants, de projet Voisin 2035. Alors Alexandra Rosetti, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce que c'est, qu'est-ce que ce projet ? Alors, il est né de l'idée d'une association qui s'appelle Sens Civique, qui elle-même est née au moment du grand débat national. C'est elle qui avait animé, ce sont des membres de cette association qui avait animé le grand débat à Voisin. Et puis, on s'est rendu compte de l'appétence des habitants à discuter et à débattre. Donc, cette association s'est créée. Et donc, un de ses objets, justement, c'est de réunir les citoyens sur différents thèmes et de faire évoluer les villes, en tout cas nous donner des idées. Et donc ils nous ont proposé de lancer une grande consultation appelée Voisin 2035 et ils ont fait un travail vraiment très très important. Ils ont fait des ateliers, ils ont fait des visites exploratoires, ils ont mis en place une appli avec Saint-Quentin-en-Yvelines d'ailleurs pour créer une cartographie interactive où les gens pouvaient se promener et mettre leurs remarques là où ils se promenaient. Et puis ça s'est terminé par un grand sondage où il y a eu 450 réponses. Et bien sûr, la ville a été partenaire puisqu'on les a accompagnés déjà d'un point de vue financier, puisqu'on leur a permis d'embaucher une apprentie qui les a aidés. Et puis également, on a procédé avec eux à un tirage au sort dans les listes électorales. Donc on a tiré 900 personnes au sort pour les inviter à participer à tous ces ateliers et ces marches. Ce qui n'était pas exclusif, bien sûr, de tous les habitants qui avaient envie d'y venir. D'accord. Et donc, oui, vous avez mis en place une enquête citoyenne du 15 juillet au 30 septembre. Voilà. Vous avez fait le compte-rendu hier soir. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette enquête ? Alors, c'est l'association qui a mené ça, bien sûr. Donc, hier soir, c'était le rendu, en fait, de tout le travail qu'ils ont effectué pendant presque un an.
avec différentes thématiques. Ça peut être des thématiques autour des déplacements. Je crois que c'est des sujets qui nous intéressent tous, évidemment. Que ce soit dans les déplacements courts, c'est-à-dire comment améliorer les déplacements piétons et cyclables dans la commune, mais également entre les communes. Et puis, comment améliorer les déplacements. Par exemple, nous, on se projette sur cette ligne 18 qui va être aux portes de voisins, donc avec l'envie de créer des liens, évidemment, avec cette gare. Il y a également tout ce qui concerne la ville inclusive, comment est-ce qu'on vit ensemble et comment on fait les choses ensemble, avec l'idée, par exemple, d'une résidence intergénérationnelle. Bon, ça tombe bien puisqu'on est en train d'en construire une, donc c'est plutôt... on va tous un peu dans le même sens de toute façon. Et donc, voilà, on a parlé rénovation énergétique aussi, puisque les habitants sont intéressés pour leur propre habitation. Environnement, voilà, tous ces sujets qui en fait, sont... classiques, mais qui ont donné lieu à des envies, à des idées, et qui vont donner lieu, maintenant qu'on a fait la restitution hier, et les habitants, il y avait une centaine de personnes, ont à nouveau travaillé ensemble, et ça va donner lieu à un récit. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un récit commun sur l'avenir de notre commune. Grégory, j'avais une question lors de la campagne des dernières municipales en 2020. On parlait beaucoup de démocratie participative. Aujourd'hui, pour administrer une ville, on ne peut pas faire sans l'avis des habitants. On est obligé de les associer dans les projets menés dans une ville. Oui, alors c'est très important. D'ailleurs, il y a eu un groupe hier soir qui a travaillé sur le sujet de la démocratie participative. Il disait qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et je trouve que c'est une très belle expression. Nous, on a tout à gagner, bien sûr, à travailler avec les habitants et les associés. Et eux, ils ont tout à gagner à comprendre et à nous aider à faire évoluer certains projets. Ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, ce sont quand même bien les élus qui ont été élus pour ça et qui doivent prendre les décisions. Mais elles doivent être éclairées par l'avis des citoyens. Nicolas, vous avez une question Oui, par rapport à la suite de la question de Grégory, on parle beaucoup justement de démocratie participative, mais la principale critique faite à la démocratie participative, c'est que les citoyens ne s'en saisissent pas forcément, et finalement vous proposez des systèmes, des dispositifs de démocratie participative, mais il y a très peu de participation par rapport à la totalité de la population. Est-ce que finalement, dans le test que vous avez fait, l'expérience que vous avez fait avec Voisins 2035, c'est plutôt positif en termes d'expérience participative ? Alors, on était un peu déçus, par exemple, par rapport au tirage au sort, parce que 900 personnes tirées au sort et peut-être une centaine qui répond, qui s'intéressent. Donc, c'est quand même assez peu. Il a vraiment fallu aller chercher les gens et on a pourtant mis des affiches dans la ville. On a aidé l'association à communiquer. Donc, il y a le phénomène un peu, ce que l'association appelle les TLM, toujours les mêmes. Voilà, donc c'est des personnes qui sont investies dans leur commune, soit dans les conseils de quartier, soit dans le milieu associatif. Et donc l'idée, c'était d'aller chercher des gens qui n'ont pas l'habitude de participer. Et dans les freins qui sont évoqués, alors un frein est lié, mais à mon avis, c'est quelque chose d'un petit peu plus, même un peu national, c'est-à-dire à quoi ça sert de participer, parce que de toute façon, les élus, ils s'emparent pas de ce qu'on dit. C'est une vision des choses. Et puis, il y a aussi évoqué le manque de temps, voilà, parce qu'on travaille, parce que quand on rentre chez soi, on n'a pas forcément envie de repartir à des réunions. Voilà, donc tous ces sujets qu'on connaît bien. Donc, c'est pas facile d'aller chercher des gens qui n'ont pas l'habitude de participer, et c'était un peu le but de ce tirage au sort. Et alors, en quelques mots, rapidement, parce que le temps nous manque, quelle est la suite de ce projet? Quelle est la suite du calendrier? Alors maintenant, il va falloir qu'ils vont nous rendre le récit qu'on va faire partager aux Vicinois, bien entendu. Et puis après, je pense qu'on va s'emparer de quelques sujets. Donc certains vont pouvoir être inscrits dans le marbre dans, par exemple, un prochain PLUI, un prochain plan local d'urbanisme, si ça concerne l'urbanisme. Et puis, nous, ça va nous permettre de réajuster peut-être notre programme en fonction des souhaits des habitants. Alors il y a un souhait, j'en profite, je profite de l'antenne pour lancer, il y a un souhait qui ressort beaucoup à Voisins depuis très longtemps, c'est d'avoir un marché. Et donc ça va être chose faite. À partir du 5 novembre, nous aurons un marché sur le parking de la Poste tous les samedis matins. Je profite pour faire ma petite page de publicité. Mais voyez, on va tous dans le même sens. L'envie d'avoir un lieu convivial où on puisse se retrouver tout en faisant ses courses. Voilà. Eh bien, merci Alexandra Rosetti d'être venue en plateau pour nous en parler. Je rappelle que vous êtes la maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux. On va parler d'une technique de soins peu connue maintenant, la socio-esthétique. Dans le cadre du mois de sensibilisation Octobre Rose, le centre médico-social du lac de Mantes-la-Jolie organisait des ateliers dans le but de faciliter la vie des malades. Gabrielle Gontier a participé à une de ces séances. On regarde son reportage. Voilà, on respire bien.
Grande inspiration. Et on expire. À première vue, il pourrait s'agir d'une simple séance de relaxation. Vous pouvez fermer les yeux. Entrez dans votre bulle. Mais les soins prodigués aujourd'hui par Valérie Maillot, socio-esthéticienne, sont à destination des personnes atteintes du cancer ou en rémission afin de les accompagner au mieux. La socio-esthétique, c'est prodiguer des soins de bien-être, de confort à toute personne en fait fragilisée par la maladie, notamment ici le cancer, mais aussi par la vieillesse, le handicap. Encore peu connue, la pratique existe pourtant depuis 1970. Alliant écoute et soins, chaque séance s'adapte aux besoins des patients et aux spécificités des pathologies. Ça m'a apporté beaucoup parce que d'abord ça m'a rassuré un peu et j'ai vu énormément de gens. J'ai aidé énormément de gens à Poissy parce que malheureusement c'est très mal. Il y a beaucoup de formulaires, il y a beaucoup d'associations, mais c'est très mal connu par les patients eux-mêmes à l'hôpital. Aujourd'hui, cette pratique se démocratise, notamment grâce à sa prise en charge par différents acteurs. Parmi eux, les dispositifs d'aide à la coordination du ministère de la Santé. Cette prise en charge est un point en moins pour les malades. Après tout le parcours de soins que j'avais un petit peu commencé, les opérations, la chimio, etc., j'ai découvert qu'en fait on avait le droit à 5 séances de socio-esthétique par an, pris en charge. Et donc via DAC Nord, j'ai rencontré Valérie, la socio-esthéticienne, qui à chaque rendez-vous m'a apporté une petite bulle de bonheur, de confort, de bien-être dans tous ces traitements douloureux. La socio-esthétique est aujourd'hui reconnue comme un soin à part entière, apportant réconfort et confiance en soi, des points clés pour accompagner les malades sur le chemin de la guérison. Et alors Gabrielle, vous avez assisté à une de ces séances. Comment ça se passe ? Oui, j'ai eu la chance d'assister à une de ces séances. Alors, les séances ont plus ou moins le même profil. C'est des séances qui durent environ 1 heure. C'est un mélange d'écoute et de soins dans le but, comme vous l'avez vu dans le reportage, de relâcher les zones de tension. La particularité de ces soins, c'est que la socio-esthéticienne, elle s'adapte complètement aux demandes et aux besoins des patients. On sait que les traitements contre le cancer, notamment contre le cancer du sein, sont parfois douloureux. Donc tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte pour les soins. Et puis ça dépend aussi des envies de chacun. Ce que beaucoup de bénéficiaires nous ont dit en tout cas, c'est que ces séances sont très importantes pour eux. Parmi tous les rendez-vous médicaux qu'on imagine à l'hôpital, ça fait partie des rendez-vous qu'ils attendent avec impatience. Et vous l'expliquez dans le sujet, c'est très important, ces séances sont prises en charge. Oui, tout à fait, c'est ce que j'expliquais dans le reportage. Dans le nord des Yvelines, où nous avons réalisé ce reportage justement, les malades ont le droit à 5 séances prises en charge par an. Alors cette prise en charge, elle se fait grâce à l'association de la Ligue contre le cancer des Yvelines et le dispositif d'appui à la coordination, c'est ce qu'on appelle le DAC. Ici, c'est le DAC Nord. Et ce que nous expliquaient les patients, c'est que c'est une véritable charge en moins pour eux, parmi tous les frais qu'ils ont déjà à prendre en charge de leur poche. En ce qui concerne le reste du département, il faut se rapprocher de la DAC Sud pour les questions de prise en charge. Merci Gabrielle. Est-ce que Grégory, Nicolas, vous connaissiez cette technique, la socio-esthétique ? Pas du tout. Non, j'avoue que moi non plus, je ne connaissais pas, mais c'est effectivement un très bon procédé, très intéressant de le connaître et savoir que c'est pris en charge aussi, c'est intéressant de le rappeler. Oui, c'est ce que la plupart des gens nous disent. En général, ils prennent connaissance de cette pratique quand ils tombent malades, mais avant, peu de gens connaissent finalement cette pratique. On change un peu du tout au tout. Nicolas, je le disais au tout début de l'émission, vous allez nous présenter une créatrice yvelinoise et je crois que vous nous avez concocté un petit jeu. Et effectivement, un petit jeu autour de cette créatrice qui s'appelle Mélissa Sébir. Elle est à Richebourg, elle a sa boutique, elle a ouvert sa boutique en mars 2022 à Richebourg. Et je vous propose un jeu, en fait, cette créatrice, sa particularité, c'est qu'elle est éco-responsable, elle récupère du matériel, du tissu, pour le transformer en vêtements. Et donc on va bien l'écouter, elle a des questions pour vous, on va écouter d'abord la première question. D'après vous, qu'est-ce que j'ai pu coudre dans ce couvre-lit ? D'après vous. Voilà, alors, un couvre-lit vert, à votre avis elle a fait quoi avec ça ? Des rideaux, une nappe. Non mais elle fait des vêtements. Des vêtements. Moi je dirais une robe. Une robe. Ouais. Une robe.
Eh bien écoutez, on va écouter la réponse et regardez bien. La réponse, c'est cette robe trench que vous pouvez porter, pas uniquement à la maison, mais dehors aussi, je vous assure. Voilà. Vous avez triché, Grégory. Ah non, absolument pas. J'avais la robe, j'avais pas le côté trench, mais en tout cas, j'avais la robe. Robe trench, donc voilà. Ouais. Deuxième, on va faire la deuxième question. On va voir le deuxième matériel proposé. Deuxième tissu, donc c'était un rideau. Il reste plus grand chose. Justement, devinez ce que j'ai fait avec ce rideau. Voilà, un rideau rose. À votre avis, elle a fait quoi avec ce rideau rose? Moi, je sèche. Peut-être Gabriel. Une chemise peut-être. Ouais, une écharpe, moi j'aurais dit, une sorte de foulard. Ah, Gabriel, c'est ça. Allez, réponse. La réponse est ce chemisier vintage. En or. Voilà le petit chemisier avec des boutons en or. C'est très beau en tout cas. Hein. Allez, dernière question, vous pouvez vous rattraper. Grégory a un point, Gabriel a un point. Mathilde, c'est à votre tour de... On va écouter la question. La pression. À votre avis, à partir de ce rideau, qu'est-ce que j'ai pu coudre? Une jupe. Une jupe. Bravo Mathilde. C'est vrai? On va écouter la réponse. La réponse est une jupe que vous allez d'ailleurs pouvoir découvrir dans le reportage. Et voilà, donc Mélissa me tend la perche. Bien, on va voir ce reportage et vous allez découvrir comment, en 45 minutes, et je dis bien en 45 minutes, elle a fabriqué la jupe à partir du rideau noir que vous venez de voir. Dans ces box, finalement, c'est des dons ou des rideaux que je récupère moi. Et j'avais envie de vous proposer quelque chose avec ce rideau. Elle n'a pas de baguette magique, mais une machine à coudre. Mélissa Sébir est une créatrice de mode. Elle fabrique des vêtements à partir de récupération de tissus. Ce jour-là, elle va transformer un rideau en jupe. J'étale la matière et quand j'ai besoin d'un patron, je mets un patron. C'est lui qui va me permettre de découper un vêtement à la bonne taille et à la bonne forme. Voilà, c'est vraiment l'essence même en fait du vêtement, la naissance du vêtement. Pour cette création, pas besoin de patron. Là du coup, comme c'est une jupe d'hiver, je vais ajouter une doublure aussi pour renforcer pour ajouter un peu plus de chaleur en fait et que finalement on n'ait pas froid en portant le vêtement. Là du coup, je vais passer à la partie couture, donc à la réalisation des ourlets, l'assemblage de la doublure avec le tissu principal et la mise en place d'un élastique. En 45 minutes, la jupe est terminée. Autodidacte dans sa pratique, la couturière a appris toute seule. Elle a développé sa propre méthode et co-responsable. C'est vraiment la matière qui va m'inspirer un vêtement. Donc parfois, ça va être spontané. Parfois, il va s'écouler plusieurs mois. Il y a beaucoup de récupération parce que finalement, toutes mes chutes de tissu sont transformées en accessoires de mode. Chouchou, petits sacs, petites pochettes pour vraiment être sur du zéro déchet. J'achète aussi des tissus qui viennent de stock dormant. Donc ça veut dire que ce sont des tissus qui sont entreposés dans des entrepôts et qui ont une vocation à finir brûlés ou incinérés. Installée à Richebourg près de Houdan, Mélissa a ouvert son magasin en mars 2022. L'artisane a commencé son activité en 2018. Elle était encore salariée, mais l'Yvelinoise quitte son emploi en mars 2020 pour se consacrer pleinement à son activité entrepreneuriale. Je trouvais que la mode, l'artisanat en fait dans la mode était en train de complètement disparaître. On n'en entend plus parler au profit justement de ces gros industriels qui produisent en surproduction dans les usines. Donc plus d'originalité, beaucoup de problèmes aussi de taille, mal coupés, vêtements qui tournent au lavage, bref la qualité qui commence à devenir un petit peu compliquée. Chemisier, manteau, jupe, les vêtements sont divers. La créatrice vient même de lancer une collection pour bébés à la mode de Mélissa. Alors moi, ce que je préfère, je pense que c'est le petit chemisier. Gabriel, est-ce que vous avez... Moi, je crois que j'ai une préférence pour le trench. Le trench? Est-ce que ça vous laisserait tenter, peut-être, Grégory, d'acheter ça pour une botte dulcinée? Ouais, mais moi, la robe trench, pareil, j'ai bien aimé et je trouve que c'est une pratique qui fait sens aujourd'hui. Il y a aussi les grandes marques qui s'y mettent, qui récupèrent les anciens vêtements pour essayer de les transformer, mais qu'une Yvelinoise puisse le faire à un niveau local et qu'on puisse aussi relayer ce genre d'initiative, je pense que c'est une bonne chose. Petite dernière anecdote quand même. Donc elle utilise majoritairement du tissu récupéré, elle achète un peu de tissu, mais toujours avec cette notion d'éco-responsabilité, et l'éco-responsabilité va jusqu'à même l'étiquette qui est éco-responsable. Important. Voilà. Merci Nicolas pour cette découverte et puis pour ce petit quiz. Vous nous laissez du coup la porte ouverte pour notre partie loisirs dans cette émission, c'est maintenant.
Et le cinéma attire de moins en moins de monde. Entre 2021 et 2022, sur le mois de septembre, la fréquentation est en baisse de 20%. Alors, le Covid et les plateformes vidéo sont passés par là, mais aussi la hausse du pouvoir d'achat. Et à ce sujet, Patrice Carmouze recevait Luc Bocan, le directeur de Ciné7 à Elancourt. On va faire le point maintenant sur la crise de fréquentation du cinéma avec Luc Bocan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Ciné7 d'Elancourt. Alors, j'ai regardé les chiffres, c'est quand même assez dramatique puisqu'on dit que la fréquentation du cinéma est la plus basse depuis 40 ans. C'est ça. Hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors souvent on dit, voilà, il y a deux grands facteurs. Les gens ont perdu avec le Covid l'habitude d'aller au cinéma. C'est une première chose. Et le deuxième facteur, c'est l'arrivée des plateformes qui fait que on reste chez soi et on a pratiquement ce qu'on pourrait avoir quand on va au cinéma. Est-ce que c'est votre analyse et est-ce que c'est la seule analyse surtout ? Alors, moi je reprendrai les deux facteurs que vous venez d'énoncer. Je suis absolument d'accord. Effectivement, les plateformes ne nous ont pas fait du bien du tout. Surtout qu'il faut rapprocher ça, je pense, du problème peut-être aussi du prix des places, qui est quand même devenu relativement élevé. C'est vrai que si on est une famille de 4 personnes, ça... Et voilà, un abonnement, une plateforme, si j'ai bien compris, c'est à peu près 9-10 euros par mois. Une place de cinéma, c'est quoi, 11 ? C'est 10-11 euros. Bon, est-ce que c'est pas un petit peu trop cher ? Je sais que certains militent pour que ce soit encore un petit peu plus cher, en allant vers le premium, etc. Moi, c'est pas mon avis, mais bon, les avis sont partagés. Je pense aussi que les plateformes, pour en dire deux mots très rapidement, drainent aussi tous les scénaristes. C'est-à-dire qu'on manque de scénaristes dans le cinéma et ça se voit, ça se sent. Là, je regardais un petit peu ce qui sort l'année prochaine. Les Trois Mousquetaires, vous voyez, encore une version des Trois Mousquetaires. Alors, j'espère qu'elle est réussie. Il y a Vincent Cassel. On en a vu. Mais on en a quand même vu un certain nombre déjà. Donc, il y a ça. Je pense aussi qu'il y a un problème d'offre de films. C'est-à-dire que... Oui, je crois que au-delà de ce changement d'habitude. D'ailleurs, j'ai regardé moi aussi, c'est Le Monde a fait un gros papier là-dessus, j'ai regardé les chiffres. Rumba la vie, le film de Dubosc a fait 200 000 entrées, pas terrible. Il y a un film Canaille avec José Garcia et François Cluzet, qui a fait moins de 60 000 entrées, je crois. Une catastrophe. C'est une catastrophe. Et en même temps, alors, ça c'est le côté catastrophe, et c'est vrai qu'il y a des films comme La Nuit du 12, qui sont des films d'auteur, ou Revoir Paris, qui ont bien marché, quoi. Absolument. Non, mais c'est vrai qu'il y a un public pour la réessai de toute façon qui est fort dans nos salles, mais c'est vrai qu'on manque de locomotives. Même moi, je suis très content que La Nuit du 12 ait trouvé son public, parce qu'en plus, il est sorti. Très bon film, c'est sorti en plein milieu d'été. C'était quand même un sacré pari pour Dominique Moll et son équipe. Mais Dominique Moll a l'habitude de sortir des films en plein été. Je me souviens que son premier film était sorti un 15 août et avait fait un succès formidable. Absolument, c'est vrai. Et donc là, on a eu aussi, pour prendre le contre-pied, on va dire, du film de Dominique Moll, que personnellement j'ai beaucoup aimé, Top Gun Maverick, qui a été un gros succès quand même, mais qui, à mon sens, n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir si on n'avait pas ce problème de fréquentation des salles. Je ne sais plus à combien il a terminé sa carrière, mais il aurait dû faire, je pense, plus. Et là, c'est vrai qu'on manque de locomotives, ce qu'on appelle dans le jargon du métier les blockbusters. Voilà. C'est ça. Mais c'est comme ça que c'est toujours. Il y a les blockbusters et puis qui attirent aussi les gens et qui vont parfois voir les autres films. Exactement, voilà. Et donc là, on manque de blockbusters et les Américains ont beaucoup, c'est surtout les films américains, qui ont beaucoup été reportés sur 2023. Ah oui. Et je pense, parce que j'ai regardé tout à l'heure pour préparer un petit peu notre rencontre, ce qui sort sur le premier semestre 2023, il y a du lourd ? Non, il n'y a pas vraiment de lourd. Il faut attendre Mission Impossible au mois de juillet. Qui est vraiment un gros blockbuster, Tom Cruise, etc. Et puis après, on ne sait pas trop ce qui se passe sur le deuxième semestre de l'année 2023. J'espère que les films vont arriver parce qu'on en a besoin. Mais on n'est pas sûr. Et donc, dans les semaines qui viennent, là, il y a 2 ou 3 choses que vous voyez qui pourraient attirer du public. Alors, je pense que tout n'est pas perdu, loin de là. Il y a Mascarade qui sort, le film de Nicolas Bedos, qui est quand même très attendu. Il fait 2 excellents films déjà. Exactement. Il y a Black Panther, là je parlais de blockbuster, Black Panther est un blockbuster qui sort bientôt. Il y a Couleur de l'incendie, moi j'y crois beaucoup parce que d'après Pierre Lemaitre. Voilà, de Pierre Lemaitre, comme vous le savez. Le bouquin est tellement fort, tellement beau, formidable. J'espère que le film sera à la hauteur. On se souvient du premier opus de Dupontel, qui était quand même très réussi dans le genre Dupontel. Au revoir là-haut, formidable. Et là, c'est un autre style. Léa Drucker, Benoît Poulvord,
Boulevard. Ah, ça donne envie, ça. Ça donne envie, hein. Ça Je donne pense envie. que ça peut être pas mal. Et puis bien sûr, je ne peux pas oublier Avatar, deuxième opus, qui sort le 14 décembre. En 3D, dans un premier temps, etc. Enfin, on espère tous, on croit sur Donc ses doigts. vous n'êtes pas trop pessimiste, quand même. On hein. n'est pas trop pessimiste. De toute façon, moi, je reste optimiste parce que je pense que la salle, alors c'est pas forcément facile en ce moment de dire ça, mais la salle est irremplaçable. La salle est irremplaçable. Un écran, je vois par exemple au Ciné 7, notre plus petite salle, l'écran fait 6,50 m Et oui, de base. c'est quand même un confort absolument extraordinaire. Allez Et puis trouver on ça est chez avec vous. les acteurs. Quoi. Voilà. C'est pas du tout la même chose que sur un poste de télé. Exactement. Merci beaucoup, Mais je vous Luc en prie, Beaucamp, avec et plaisir. puis, donc on croise les doigts, On croise les doigts. pour que ça marche au Ciné 7 des Lancours et ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors autour du plateau, je me demande, est-ce que vous allez toujours au cinéma, Gabrielle? J'avais fait une longue pause, mais là c'est vrai que depuis la rentrée, j'y suis allée 3 fois d'affilée. Là, je trouve qu'il y a des très bons films qui sont sortis. Donc, oui. Ouais, peut-être des idées aussi de films que vous avez envie de voir, Grégory? Alors, très prochainement, il y a forcément le deuxième volet d'Avatar qui va arriver. Je pense que voilà, c'est le film que j'attends avec impatience sur cette année 2022. Moi, j'y allais beaucoup avant la crise sanitaire, quasiment 2 à 3 fois par semaine. J'avais même un abonnement dans une salle de cinéma. Et c'est vrai que depuis l'émergence petit à petit des plateformes de vidéo, c'est plus facile de rester chez soi, plus facile, plus confortable, on va dire. Même si je trouve que le film au cinéma, ça a quand même une saveur différente d'être installé dans son petit fauteuil, le petit popcorn aussi de temps en temps, sans gêner le voisin, parce que ça peut être aussi vite difficile. On le retrouve pas, ce côté un peu authentique quand on est dans son canapé. Oui, on peut faire des pop-corn à la maison, mais Aussi. ça n'a pas la même saveur. C'est sûr. Nicolas, vous avez... Prochainement, je pense que je vais aller voir Le Jouet avec un Yvelinois qu'on connaît tous, avec Jamel Debbouze. D'accord. Voilà, donc ça c'est prévu prochainement. On va parler du château de Dampierre maintenant. Les bâches sont tombées en juillet dernier, révélant ainsi les nouvelles façades du château. Mais il reste encore quelques travaux à faire, notamment la restauration des murs et des 2 pavillons de la garde à l'entrée. Le reportage de Julien Leroy. Les tailleurs de pierre qui ont quasiment achevé, c'est ça, la pose des balustrades. Une nouvelle jeunesse pour le château de Dampierre. Les nouvelles façades du monument ont été révélées au public en juillet dernier. Remplacement des briques, de la toiture, nouvel enduit et bois de charpente renouvelé. Là, d'un seul coup, les couleurs de Dampierre reviennent. L'ocre, la brique, tout ça resplendit. Et tout ça, c'était refait admirablement par tous les compagnons. Le propriétaire, M. Mullier même, n'en revient pas. Je vais répéter ces mots, qui dit en fait mon château est joli. Il n'avait pas imaginé que ce château était si joli parce que quand il l'avait acheté, bien évidemment, il était dégradé. Près de 300 personnes ont œuvré depuis 2020 à l'embellissement du château, un des plus gros chantiers privés sur un monument historique ouvert au public en France. Les ouvriers peaufinent actuellement les derniers détails sur la base des murs. On remet des petits cailloux. Là où c'est creux, on les décape. Après, on le refait à neuf. Depuis le début août, on a engagé des travaux sur les pavillons d'entrée. Les pavillons d'entrée, ce sont les pavillons qui sont au bord de la route. À l'heure actuelle, ils sont bâchés par ces énormes bâches qui couvrent ces pavillons. On va refaire les couvertures, les charpentes, les menuiseries et tout ce qui est maçonnerie. Les rénovations intérieures du château débuteront courant 2023 après la mise aux normes du réseau d'assainissement, d'eau et d'électricité. Sur ce site classé monument historique, une étude doit être menée au préalable par des archéologues avant les raccordements. La DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, demande et oblige à ce qu'il y ait des fouilles archéologiques, puisque ces travaux, par définition, vont être destructeurs. Et donc, les archéologues viennent en amont des travaux ou alors accompagnent les travaux pour enregistrer l'information archéologique contenue dans le sous-sol. Si l'intérieur du château ne sera accessible que début 2025, le jardin de 90 hectares reste cependant ouvert au public. Pour en profiter, il faudra s'y rendre avant la fermeture annuelle, le 6 novembre prochain. Et Pascal Thévard vient de nous rejoindre en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans le sujet, vous êtes le directeur général du domaine de Dampierre en Yvelines. Alors première question déjà, qu'est-ce que ça fait de voir un peu les premiers résultats après 2 ans de travaux? Eh bien, ces 2 ans de travaux ont permis de mener un grand manifeste, en tout cas sur ce chantier. Et c'était vraiment la grosse surprise quand on a fait tomber la bâche qui protégeait ce chantier. D'un seul coup, on a vu ces couleurs apparaître qu'on avait oubliées parce que le château était précédemment dégradé et qu'il s'était affadi. Et que pendant le chantier, on avait mis une énorme bâche qui reprenait le dessin du XVIIe siècle. Et on avait dans la tête encore le dessin du XVIIe. Et là, on a redécouvert ce château restauré. Et ça a été vraiment, comme dit d'ailleurs le propriétaire... C'est émouvant. C'est émouvant et c'est joli.
C'est joli parce qu'en fait, le château, évidemment, il est très, très prenant, il est énorme, enfin, il est lourd de passer et en termes de culture, c'est aussi très important. Et là, en fait, eh bien, on voit aussi l'aspect esthétique, et l'aspect esthétique, ça fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, l'aspect esthétique, et ça veut dire qu'aussi on a enlevé les bassines dans le château, donc du coup il y a aussi quelque part une réjouissance. Et alors ce samedi, vous allez pouvoir organiser la nuit des châteaux, ce sera samedi 22 octobre, c'est aussi du coup l'occasion pour le public de découvrir ou de redécouvrir le domaine de Dampierre. Exactement, nous avons profité de nous inscrire depuis 4 ans dans une manifestation nationale qui s'appelle la Nuit des Châteaux, et dans le cadre de cette manifestation, cette année, nous avons voulu mettre à l'honneur évidemment une façade emblématique du château qui est celle du côté des jardins, et donc nous allons projeter un mapping géant, parce qu'en fait ce château c'est vraiment énorme comme surface, et donc c'est un mapping géant qui mobilise beaucoup de moyens techniques, et pour cet événement, eh bien, on a voulu offrir au public la possibilité de s'évader cette soirée dans un monde chimérique, puisque les chimères sont très importantes à Dampierre, dans l'histoire de Dampierre depuis le XVIIe siècle. Et donc voilà, on a fait cette évocation chimérique de cette façade restaurée en mettant tout à la fois à l'honneur les compagnons qui y ont œuvré. Parallèle de cette façade, eh bien, comme d'habitude, il y a des lampions tout autour de l'étang, des bougies tout autour de l'étang. On a 1500 bougies qui vont être installées, et puis les gens se promènent avec des lampions. Donc vraiment quelque chose vraiment de très patrimonial, puisqu'on va découvrir cette façade restaurée, cette façade mise en lumière, et puis la découverte du site évidemment. Vous attendez beaucoup de monde peut-être ? Écoutez, le contexte actuel est un peu difficile à estimer. L'année dernière, nous avions fait 3000 personnes, qui est déjà très, très bien, parce que 3000 personnes à absorber dans notre petite structure d'accueil, c'est beaucoup de travail. Les équipes sont vraiment sollicitées, et je les en remercie. Mais on arrive à relever le défi, et 3000 personnes, ce serait formidable. Seulement avec le pénurie d'essence, maintenant tout se remet en place, on va voir. Je crois que la météo va être bonne. En tout cas, vous aurez beau temps. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, enfin, voir si la météo est bonne. Grégory, vous avez une pour question. les habitués des jardins du domaine de Dampierre, est-ce qu'on peut redécouvrir le domaine à la nuit tombée? Est-ce qu'il y a des choses différentes à observer? Alors évidemment, pour les habitués, il y a tous les ans quelque chose de différent. Cette année, évidemment, le mapping géant qui mobilise beaucoup de moyens, et une surprise sur l'étang. Une surprise sur l'étang, où une évocation très artistique par une jeune artiste, Marie-France Urbault, des chaloupes qui étaient sur cet étang au XVIIIe siècle. Et bien, elle a fait une autre interprétation. Comme l'année dernière, d'ailleurs, c'est la même qui avait fait ces tours, ces cubes rouges. Et bien là, c'est pour cette soirée-là. J'en dis pas plus, mais voilà. Il faut venir sur place pour le découvrir. Exactement. Ça, on ne communique pas dessus volontairement. Mais on a fait les tests et c'est superbe. À qui est-ce que ça s'adresse? Est-ce que c'est pour tout le monde? Public complètement familial, convivial. Il y a une musique d'ambiance qui anime ce mapping. C'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent du plaisir. De zéro. On n'est pas un peu trop jeune pour voir, évidemment, à zéro, mais en tout cas, de 2 à 99 ans, ou plus même. Non, vraiment, on fait tout pour accueillir le public et qui découvre ou redécouvre cette façade restaurée et ce château, évidemment, qu'on met tous en avant. Nicolas? Non, j'avais une question, parce que je me rappelle la première fois que vous êtes venu sur ce plateau, quand vous arriviez dans les Yvelines, parce que vous étiez à Chambord. Vous y êtes toujours d'ailleurs. Non, je suis à Chambord, j'habite toujours à côté. Mais... Oui, voilà. Mais vous êtes, vous faites des allers-retours, et vous étiez avant directeur du château de Chambord. Je me rappelle du jour où vous êtes venu pour la première fois sur ce plateau. Quel bilan vous faites depuis votre arrivée au château de Dampierre? Alors un bilan très enthousiaste, parce que je rappelle quand l'équipe s'est mise en place, quand je suis arrivé, Dampierre avait été effacé des circuits touristiques. Alors on n'a pas remis en place avec les bus et autres, parce que pour l'instant c'est des travaux, mais en tout cas il y a un public qui répond, ce que j'avais présagé, et à tel point c'est qu'on a commencé la première année avec 20 000 visiteurs, et en 3 ans on est arrivé à 45 000 l'année dernière en visiteurs. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un public qui est en attente, et qu'on offre si possible des animations qui permettent au public de découvrir sous différents regards, en tout cas ce patrimoine. On a fait les plaisirs de Dampierre avec les costumes qui évoquent la visite de Louis XV au XVIIIe siècle, mais par exemple on fait aussi les belles de Dampierre, l'art de l'attelage, l'art de hippo et automobile, on le met en avant. On essaye à chaque fois de trouver des points de développement, et le public répond, et je vois d'ailleurs la reprise, à tel point c'est que vous aussi vous êtes fidèles, vous m'invitez à nouveau 4 ans après, et d'autres médias
Parisiens font aussi appel à nous en disant mais voilà, vous commencez à vous développer et donc voilà, il y a une belle synergie qui est mise en place et avec les partenaires aussi locaux et territoriaux importants, évidemment le conseil régional qui nous aide, le conseil départemental également, enfin vraiment tout le monde nous aide à vraiment créer cette dynamique sud-yvelines. Grégory. Oui, ce qui est drôle quand vous dites effacé, je me souviens quand je vous ai reçu, vous aviez été nommé tout récemment directeur général du domaine de Dampierre, j'avais fait des recherches et j'étais tombé d'abord sur le domaine de Dampierre en Guyonne, si je dis pas de bêtises. Sur Boutonne. C'était difficile de trouver des informations sur le domaine de Dampierre en Yvelines, donc vous avez replacé Dampierre en Yvelines sur la carte de France. Alors on a replacé, depuis, on a replacé la carte dans les Yvelines, mais c'est incroyable de voir les archives. On a pu retrouver en recherchant chez les bouquinistes ou même dans les archives du château que Dampierre était une destination, mais la première destination en Île-de-France jusque dans les années 80, en monument privé. Vaux-le-Vicomte, par exemple, on n'en parlait pas dans les années 80. Et Dampierre s'est effacé, et à tel point, alors j'ai été un peu long, mais une anecdote, on a découvert une carte des années 30 qui localise Paris dans son environnement. Eh bien, Compiègne n'apparaît pas, Chantilly n'apparaît pas, Rambouillet n'apparaît pas, Versailles, oui. Vaux-le-Vicomte non, et il y a Dampierre. D'accord. Parce que ça fait partie des monuments que les gens visitaient. Et l'histoire a fait que d'autres monuments ont émergé et que Dampierre s'est un peu effacé du territoire. Et nous, on est là, non pas pour faire du chiffre de fréquentation, mais au moins pour valoriser ce patrimoine et installer à terme, là dans le reportage je le dis, à partir de l'année prochaine, on commence les travaux sur les jardins, on commence les travaux à l'intérieur pour installer la collection d'œuvres d'art du propriétaire. Vraiment, on est sur une dynamique patrimoniale forte. Oui, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Alors, je parle sous votre contrôle, Pascal Thémard. L'ouverture des portes pour la nuit du château se fera à 18h pour les mises en lumière et jusqu'à la nuit tombée. Donc, pour la nuit tombée, et ça se terminera à 22h. C'est bien 22h, c'est la fermeture des portes, mais les gens peuvent partir ensuite à 23h, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc okay. vous êtes parfaitement bien renseigné. Et donc l'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans, sinon le billet est à 15 € ou 10 € voilà, pour le tarif réduit. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous munir d'un billet sur le site internet de Dampierre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Gabriel, vous nous avez trouvé d'autres idées de sortie, mais c'est plutôt pour les vacances de la Toussaint cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et oui, c'est ça Mathilde, les vacances de la Toussaint approchent à grands pas. Je vous ai donc préparé une petite sélection des sorties à découvrir seul, en famille ou entre amis, c'est comme vous voulez. Et qui dit vacances de la Toussaint dit Halloween. Oui, comme chaque année, France Miniature se met aux couleurs d'Halloween. Les 117 monuments du parc risquent de se voir envahir sous peu de toiles d'araignées, de squelettes ou encore de bien d'autres curiosités. Au programme également un jeu de pistes, une distribution de bonbons et plein d'autres surprises, de quoi ravir les petits et les grands. Et en parlant de jeu de pistes, vous nous en avez trouvé un, mais moins effrayant cette fois-ci. Oui, celui-là, c'est un jeu de piste historique et en extérieur au cœur des jardins du château de Versailles. Seule contrainte pour participer, être au minimum 2. Vous trouverez quelqu'un dans cette pièce, je pense. Et c'est à découvrir jusqu'au 31 octobre. Et pour ceux qui préfèrent les activités en intérieur, vous allez nous parler de 2 musées. Oui, 2 sites ont retenu mon attention. Déjà, le musée du jouet de Poissy. Alors, on le connaît, l'endroit est idéal pour vous replonger dans l'univers de l'enfance. Ce que l'on sait moins et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de l'exposition, vous découvrirez l'histoire du jouet, mais aussi celle des matériaux, des modes de production et de diffusion. Le musée vous apprend également sur la place de l'enfant dans la société et du jouet dans son éducation et dans son épanouissement psychomoteur. De quoi intéresser les enfants, mais aussi les parents. Exactement. Et le second musée que j'ai choisi est un peu différent cette fois. Il s'agit du musée d'archéologie nationale. Alors, il a été créé en 1862. Le musée est consacré à l'archéologie, comme son nom l'indique, de la France, mais c'est également un voyage dans le temps, mais aussi au travers des différents continents. Ce qui est intéressant ici, Mathilde, c'est la comparaison qui est faite entre les époques et les lieux. Et tout ça dans un lieu d'exception, le château de Saint-Germain-en-Laye. La dernière activité, c'est une activité gourmande. Oui, et je sais que ça va en intéresser un certain nombre autour de cette table. À Versailles, le cuisinaire du roi propose des ateliers de cuisine. Karine et Jérôme donnent des ateliers cuisine et pâtisserie. Alors pour les entreprises, les familles, mais aussi les enfants. Alors un conseil, pensez à réserver votre créneau, surtout pendant les vacances de la Toussaint. Eh bien merci Gabrielle pour toutes ces idées. Est-ce que vous avez une préférence dans tout ça ? Petite préférence pour l'atelier cuisine, je pense.
Pascal Thévard, une préférence? Alors si j'avais du temps, parce que nous on a aussi beaucoup d'activités et d'animations liées aux couleurs de l'automne et d'Halloween à Dampierre, mais si j'avais du temps, c'est Saint-Germain-en-Laye évidemment. Très beau château. Les trésors archéologiques, c'est magnifique. Et vous, Nicolas? On va aller à France Miniature. Je pense que certains ont prévu leur déguisement pour Halloween, non? J'ai un déguisement quelque part chez moi. Faudrait que je le ressorte, Grégory. Moi, l'atelier cuisine, mais après pour la dégustation, du coup. Et sinon, Halloween, le classique, on prévoit toujours son petit déguisement pour Halloween. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de se quitter, je vous propose de jeter un coup d'œil au temps de demain. Prévoyez quelques averses demain matin du côté de Mantes-la-Jolie et de Versailles. À Houdan et Rambouillet, vous devriez avoir un temps sec avec de belles éclaircies. Au niveau des températures, il fera toujours très doux avec 16 degrés en moyenne. Vendredi après-midi, le soleil sera présent sur toutes les Yvelines avec des températures très agréables. Il fera 20 degrés à Houdan, Mantes-la-Jolie et Versailles et 19 degrés à Rambouillet. Et Gabrielle, vous êtes un peu notre journaliste week-end, alors est-ce que vous pouvez nous présenter la météo de ce week-end? Oui Mathilde, c'est un beau week-end ensoleillé qui nous attend. Alors samedi, les températures seront comprises en moyenne entre 11 et 13 degrés le matin. L'après-midi, il fera 19 degrés à Houdan, Versailles et Rambouillet. Et la température atteindra jusqu'à 20 degrés à Mantes-la-Jolie. Même scénario pour dimanche avec des températures comprises en moyenne entre 12 et 13 degrés le matin et 21 degrés l'après-midi sur l'ensemble du département. Bon, Pascal Thévard est ravi, je pense, de voir cette météo. Moi, ça me va très bien. Il fait toujours beau à Dampierre. Le soir, on fait des animations et là, je vois que ça se confirme, donc ça va être super. Merci beaucoup, Gabriel. Un petit tour maintenant sur les prévisions au niveau des routes, peut-être, avec les vacances de la Toussaint qui approchent, Grégory? Oui, demain soir, vendredi, début des vacances de la Toussaint. Alors, s'il vous reste un peu d'essence dans le réservoir, peut-être vous apprêtez-vous à partir et à prendre la route demain soir pour ce début des congés. Vendredi, Bison Futé voie orange dans le sens des départs en Ile-de-France. Il est conseillé d'éviter de quitter la région entre 14h et 21h. La couleur qui reste à l'orange dans le sens des départs également samedi. Pour ne pas vous retrouver dans les bouchons, il est conseillé de partir avant 9h. En revanche, c'est vert dimanche dans les deux sens de circulation. Merci beaucoup Grégory et c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous en plateau d'avoir été présents. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV78. Prenez bien soin de vous.